Elle me tenait en souriant à mon amour d'enfance, trop tard pour pleurer maintenant, n'est-ce pas? Ces mots, prononcés d'une voix douce mais tranchante comme une lame, me transpercèrent le cœur, tandis que les vagues de la Méditerranée se brisaient en bas de la falaise, indifférentes à notre drame. Dans ce crépuscule andalou, où les ombres des oliviers s'allongeaient comme des secrets enfouis, je compris que l'amour que je croyais éternel n'était qu'un mirage, prêt à s'effondrer sous le poids de la trahison. Amélie avait toujours été une rêveuse, une de ces âmes parisiennes égarées dans le tourbillon de la vie. À 28 ans, elle avait fui la grisaille de la capitale française pour s'installer à Séville, cette ville envoûtante d'Espagne où les rues pavées murmuraient des histoires d'amour passionné. Ses cheveux bruns ondulés encadraient un visage aux traits fins, illuminé par des yeux verts qui trahissaient une sensibilité à fleur de peau. Elle travaillait comme traductrice freelance, convertissant des romans français en espagnol, mais son vrai refuge était la peinture. Dans son petit atelier surplombant la Plaza de España, elle capturait sur toile les couleurs vives des flamencos et les mystères des alcazars morts. C'était là qu'elle avait rencontré Margot, lors d'une soirée d'été étouffante. Margot, 30 ans, originaire de Lyon mais expatriée en Espagne pour son travail de restauratrice d'art, avait des cheveux blonds courts qui dansaient au rythme de ses gestes assurés. Son sourire, large et chaleureux, cachait une profondeur émotionnelle que peu de gens percevaient. Elle s'était croisée dans une galerie d'art, où Margot restaurait une fresque ancienne. Amélie, fascinée par les mains expertes de Margot qui redonnaient vie à des pigments fanés, avait osé l'approcher. « Vos mains sont des poètes », avait-elle dit, rougissante. Margot avait ri, un rire cristallin qui avait scellé leur destin. Les premiers mois furent un tourbillon de romance. Elle se promenait main dans la main le long du Guadalquivir, où les reflets des lumières des ponts dansaient comme des étoiles tombées. Amélie découvrait en Margot une partenaire qui comprenait ses silences, qui partageait son amour pour les vins français et les discussions philosophiques tardives. Elle parlait de Sartre et de Beauvoir, adaptant leurs idées à leurs propres relations, deux femmes libres, aimant sans chaîne, dans un pays où la passion flamenco reflétait leur ardeur. « Nous sommes comme des gitanes modernes », disait Margot en embrassant Amélie sous les arches de l'Alcazar, leur corps se fondant dans l'ombre des jardins parfumés aux oranges. Pourtant, des fissures apparurent subtilement. Amélie, hantée par son passé, mentionnait parfois son amour d'enfance, une femme nommée Claire, qu'elle avait connue à Paris lors de ses années d'adolescence. Claire, 29 ans maintenant, aux cheveux noirs longs et au regard intense, avait été son premier baiser, sa première peine de cœur. Elle s'était séparée quand Claire avait choisi une vie conventionnelle, épousant un homme pour plaire à sa famille conservatrice. Amélie avait fui en Espagne pour oublier, mais les souvenirs ressurgissaient lors des nuits solitaires. Margot, jalouse sans l'avouer, écoutait ses récits avec un sourire forcé. Le passé est un fantôme, Amélie. Laisse-le reposer. Mais Amélie sentait une distance grandir. Margot travaillait tard, prétextant des restaurations urgentes. Amélie, de son côté, se plongeait dans sa peinture, créant des toiles abstraites où des formes entrelacées symbolisaient leur union fragile. Un jour, lors d'une fête andalouse, la tension éclata. Au milieu des guitares flamenco et des robes virevoltantes, Amélie surprit Margot en conversation intime avec une collègue, leurs mains effleurant discrètement. Le doute s'insinua comme un poison. « C'est rien, juste du travail », assura Margot plus tard, mais ses yeux évitaient ceux d'Amélie. La confiance, ce fil ténu, commença à s'effilocher. Amélie décida de confronter ses démons. Elle contacta Claire, qui, par coïncidence, visitait l'Espagne pour un voyage d'affaires. Elles se retrouvèrent dans un café sévillan, sous les arcades ombragées. Claire, toujours aussi belle, avoua ses regrets. « J'ai épousé pour les apparences, mais mon cœur n'a jamais oublié. » Amélie, émue, sentit renaître une étincelle ancienne. Elles parlèrent des heures, riant de leurs souvenirs d'adolescence, des baisers volés dans les parcs parisiens. Margot, apprenant cette rencontre, explosa de rage. « Tu me parles d'elle tout le temps. Est-ce que je ne suis qu'un pansement ?» hurla-t-elle lors d'une dispute orageuse dans leur appartement. Amélie, les larmes aux yeux, tenta de s'expliquer, « C'est du passé, Margot. Toi, tu es mon présent. » Mais les mots sonnaient faux, même à ses oreilles. La jalousie de Margot se transforma en une barrière invisible, et leurs nuits devinrent froides, emplies de silence pesant. Pourtant, l'amour persistait,
tenaces comme les racines des oliviers andalous. Elles tentèrent de recoller les pièces, partant pour un week-end à Grenade, où l'Alhambra les enveloppa de sa magie orientale. Sous les voûtes ornées, elles se réconcilièrent, leur corps se retrouvant avec une passion renouvelée. « Je t'aime, Amélie, plus que tout », murmura Margot, ses doigts traçant des promesses sur la peau d'Amélie. Mais le destin, cruel marionnettiste, avait d'autres plans. Claire réapparut, annonçant son divorce et son désir de reconquérir Amélie. Elle envoya des messages, des lettres poétiques rappelant leur jeunesse. Amélie, confuse, garda le secret, craignant de blesser Margot. C'était une erreur fatale. Lors d'une exposition d'art où Margot présentait une restauration majeure, Amélie invita Claire en secret, espérant clore ce chapitre. Mais Margot les surprit ensemble, riant complicement. La trahison fut un coup de poignard. « Comment as-tu pu » siffla Margot, les yeux emplis de larmes. Amélie, paniquée, tenta de s'expliquer, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. La dispute qui suivit fut cataclysmique. Elles hurlèrent des vérités blessantes, déterrant des griefs enfouis. Margot accusa Amélie d'être coincée dans le passé, Amélie reprocha à Margot sa possessivité. Claire, témoin involontaire, s'éclipsa, laissant les deux amantes face à leur chaos. Le lendemain, Margot disparut, laissant une note, « J'ai besoin d'espace. Peut-être que nous n'étions pas faites l'une pour l'autre. » Amélie, dévastée, erra dans les rues de Séville, les échos des cloches de la cathédrale résonnant comme un glas. Elle peignit frénétiquement, des toiles sombres où des figures féminines s'entremêlaient dans une danse tragique. Des semaines passèrent. Amélie, seule, réfléchit à ses erreurs. Elle réalisa que l'amour vrai n'était pas une possession, mais une liberté partagée. Elle contacta Margot, implorant une seconde chance. Margot, de son côté, avait voyagé jusqu'à la côte, méditant sur ses propres faiblesses. Elles se retrouvèrent sur la falaise près de Cadix, où la mer rencontrait le ciel dans une étreinte infinie. C'était là que Margot avait prononcé ces mots fatidiques, tenant Amélie tout en souriant à Claire, qui observait de loin. Mais cette fois, c'était une réunion de cœurs brisés cherchant la guérison. Amélie arriva la première, le vent salé ébouriffant ses cheveux bruns. Elle portait une robe légère, flottant comme un drapeau de reddition. Margot apparut peu après, ses cheveux blonds plus courts encore, comme si elle avait coupé une partie de son passé. Elles s'approchèrent lentement, les yeux emplis d'une vulnérabilité nue. « Je suis désolée », murmura Amélie, sa voix tremblante. Margot hocha la tête, les larmes coulant silencieusement. Elles parlèrent des heures, dénouant les nœuds de leur relation. Margot avoua sa peur de l'abandon, héritée d'une enfance instable. Amélie confessa son attachement nostalgique à Claire, un refuge contre la réalité. Claire, respectant leur espace, envoya un message d'adieu, « Sois heureuse, Amélie. L'amour n'est pas une chaîne. » Cela scella la résolution d'Amélie. Elle choisit Margot, non par défaut, mais par un amour conscient, forgé dans le feu des épreuves. Elles rentrèrent à Séville, reconstruisant leur vie pierre par pierre. Margot reprit ses restaurations avec une passion renouvelée, incorporant des motifs inspirés des peintures d'Amélie. Amélie, de son côté, écrivit un roman autobiographique, explorant les thèmes de l'amour lesbien dans un contexte franco-espagnol, mêlant cacéachetine et tendresse. Les conflits n'avaient pas disparu, ils surgissaient parfois, comme des orages d'été. Mais elles apprirent à les naviguer, communiquant avec honnêteté. Lors d'une soirée intime, Margot prit la main d'Amélie, « Nous sommes plus fortes ensemble. » Amélie sourit, sentant une paix profonde s'installer. Pourtant, une nouvelle ombre plana, la société. En Espagne, bien que progressiste, des regards désapprobateurs persistaient. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Madrid, elles marchèrent main dans la main, affrontant des contre-manifestants. Une pierre vola, effleurant Margot, mais elles restèrent debout, symbole de résilience. Ce incident renforça leur lien. Elles décidèrent d'adopter un mode de vie plus authentique, organisant des ateliers d'art pour la communauté queer. Amélie peignait des portraits de couples lesbiens, capturant leur essence avec une sensibilité française. Margot restaurait des artefacts oubliés, redonnant vie à des histoires marginalisées. Un soir, sous les étoiles andalouses,
Margot posa une question cruciale, « Veux-tu m'épouser ?» Amélie, les yeux brillants, répondit oui. Leur mariage fut une célébration intime dans les jardins de l'Alcazar, entourée d'amis et de familles acceptantes. Claire, invitée en tant qu'amie, applaudit sincèrement, fermant le cercle du passé. La vie post-mariage fut un mélange de joie et de défis. Margot tomba malade, une grippe persistante qui révéla une vulnérabilité plus profonde. Amélie veilla sur elle, rappelant les vœux d'amour inconditionnel. Guérie, Margot promit de chérir chaque moment. Elles voyagèrent en France, revisitant Paris et Lyon, fusionnant leurs racines. À Paris, Amélie montra à Margot les lieux de son enfance, transformant les souvenirs douloureux en joyeux. Le passé n'est plus un fantôme, c'est une leçon, dit-elle. De retour en Espagne, elles adoptèrent un enfant, une petite fille orpheline, symbolisant leur engagement humanitaire. Élever Sofia devint leur plus grande aventure, enseignant l'amour sans préjugés. Mais le destin testa leur résilience une dernière fois. Lors d'un voyage à Barcelone, une ancienne rivale de Margot réapparut, semant le doute avec des rumeurs. Amélie, forte de leurs leçons passées, confronta Margot directement. La confiance est notre ancre. Margot, émue, dissipa les mensonges, renforçant leur union. À travers ces épreuves, leur amour évolua en quelque chose de profond, personnel et universel. Elles devinrent des figures inspirantes dans la communauté, écrivant des articles sur l'amour lesbien, prônant l'acceptation et la compassion. Les années passèrent, marquant leur visage de rides fines, témoignages de rire et de larmes partagées. Amélie, à 35 ans, publia son roman, acclamé pour sa profondeur émotionnelle. Margot, 37 ans, exposa ses restaurations dans des musées européens, fusionnant art et activisme. Pourtant, un conflit interne ressurgit. Amélie, sentant un vide créatif, envisagea un retour en France. « Séville est belle, mais Paris m'appelle », confia-t-elle. Margot, attachée à l'Espagne, craignit une séparation. Elles débattirent passionnément, leur voix résonnant dans leur maison andalouse. La solution vint d'un compromis humanitaire, elles fondèrent une résidence d'artistes queer entre Séville et Paris, permettant des allers-retours. Cela enrichit leur relation, ajoutant de la nouveauté à leur routine. Sofia, grandissant, devint une jeune fille curieuse, questionnant ses mères sur leur histoire. « Comment vous êtes-vous rencontrées » demanda-t-elle un soir. Amélie et Margot racontèrent, omettant les détails sombres, soulignant les leçons d'amour et de pardon. Un jour, Claire contacta Amélie, elle avait trouvé l'amour avec une femme, inspirée par leur exemple. « Merci d'avoir montré le chemin », Amélie sourit, fermant définitivement ce chapitre. Mais la vie, imprévisible, apporta une trahison inattendue. Une amie proche, jalouse de leur succès, répandit des rumeurs sur Margot, accusant-la d'infidélité professionnelle. Le scandale frappa les médias locaux, menaçant leur réputation. Amélie défendit Margot avec ferveur, organisant une conférence de presse. L'amour vrai résiste aux tempêtes. Margot, touchée, révéla la vérité, l'amie avait falsifié des preuves par envie. L'affaire se résolut, mais laissa des cicatrices. De cette épreuve naquit une force renouvelée. Elles écrivirent un livre ensemble, Ombre et lumière d'un amour, explorant les thèmes de trahison et rédemption. Le livre devint un best-seller, touchant des cœurs au-delà des frontières. À 40 ans, Amélie et Margot célébrèrent leur anniversaire dans les Pyrénées, où la frontière franco-espagnole symbolisait leur union. Elles renouvelèrent leurs vœux, promettant fidélité éternelle. Pourtant, la santé de Margot déclina subtilement. Des examens révélèrent une maladie chronique, non mortelle mais exigeante. Amélie devint son pilier, adaptant leur vie avec tendresse. « Nous affronterons cela ensemble », assura-t-elle. Sofia, adolescente, soutint ses mères, apprenant la résilience. La famille se resserra, transformant l'adversité en lien plus fort. Dans leurs moments intimes, Amélie et Margot se remémoraient leur hook initial, ce sourire traître sur la falaise. « C'était le début de notre vraie histoire », disait Margot. Amélie acquiesçait, embrassant sa femme avec une passion intacte. Leur amour, cassé ch'tine et romantique, devint une légende locale. Des jeunes couples lesbiens les approchaient pour des conseils, voyant en elles des modèles de persévérance.
À la fin, alors que le soleil se couchait sur Séville, Amélie et Margot se tenaient sur leur balcon, Sofia jouant du piano en fond. Leur vie, tissée de conflits et de réconciliations, incarnait l'essence humaine, imparfaite, mais profondément aimante. Margot, affaiblie mais sereine, murmura, « Si c'était à refaire, je choisirais encore toi. » Amélie, les larmes aux yeux, répondit, « Et moi, je te choisirais 1000 fois. » Leur conclusion fut personnellement heureuse, un happy end teinté de réalisme. Elles vécurent leurs jours restant en paix, laissant un legs d'amour et d'humanité. Sofia, héritière de leur esprit, poursuivit leur œuvre, propageant la tolérance. Dans ce récit franco-espagnol, l'amour lesbien triompha non par perfection, mais par authenticité. Les ombres de Séville, autrefois menaçantes, devinrent des alliés, illuminant leur chemin vers une éternité partagée.